sujet d'aujourd'hui, proposé, c'est euro en crise, étau anglo-allemand, la France à l'épreuve de l'Union européenne. Alors, partons du titre. Je vais me saisir de l'actualité d'un événement qui a eu lieu il y a une dizaine de jours, où la chancelière Angela Merkel a invité au château de Meseberg, qui est à une soixantaine de kilomètres au nord de Berlin, son homologue britannique Cameron, et même plus que ça, puisqu'elle a invité toute la famille Cameron, le mari, l'épouse et les enfants. Et ils ont discuté. Déjà, le fait d'inviter la famille révèle un lien particulier. Il paraît que la chancelière est très forte pour faire des pâtisseries et elle aurait fait quelques tartes, en tout cas fait profiter à son homologue anglais des spécialités allemandes. Et ma foi, face à l'Angleterre, c'est vite gagné. Et à titre personnel, j'aurais aimé qu'ils restent dans le domaine culinaire. Le problème, c'est qu'ils ont parlé de sujets qui nous concernent. Alors, ils ont évoqué le sujet comme l'évasion fiscale. Ils ont évoqué aussi, et ça, j'en parlerai tout à l'heure, rapidement, le cas de l'Angleterre qui veut se repositionner par rapport à l'Union européenne, officiellement peut-être quitter l'Union européenne suite à un référendum que Cameron, Premier ministre anglais, organiserait. Et puis du fameux marché transatlantique qui a été annoncé lors du discours du président Obama, discours sur l'état de l'Union, en février de cette année, et tout le monde est tombé des nues. Un marché transatlantique, mais je croyais que l'Union européenne devait faire contrepoids. Et un bloc euro-atlantique, un G2, comme dit d'ailleurs la Fondation Bertelsmann, ce n'est pas un contrepoids, c'est un bloc politique, un bloc économique, un bloc militaire. Alors, militaire, on l'a déjà avec l'OTAN. Le marché transatlantique n'est finalement qu'un OTAN économique qui se mettra en place, et les discussions officielles vont commencer cette année, au mois de juin d'ailleurs, et officieuses, en fait, elles ont commencé depuis très longtemps. Déjà, le projet de bloc euro-atlantique, évoqué par Cameron et Merkel, il a été préparé en sous-main, déjà évoqué par le président Kennedy en 1962, lors de la fête de l'indépendance américaine, le 4 juillet. Mais en fait, au lendemain de la chute du mur de Berlin, l'Union européenne, la Commission européenne, en liaison avec ses homologues américains, a vraiment posé les jalons pour mettre en place ce fameux marché unique, un bloc pour faire contrepoids à d'autres blocs qui se mettent en place, en particulier la Chine. Alors c'est amusant parce que dans la salle, j'ai vu mes anciens étudiants de l'ESCE, et je les avais enquiquinés à apprendre par cœur des textes, en tout cas les titres des documents lancés par la Commission européenne pour préparer le bloc euro-atlantique. Et je le rappelle de mémoire, 1990, déclaration transatlantique, 1995, le NTA, qui est le sigle pour Renouvel Agenda transatlantique, 1998, le partenariat économique transatlantique, et 2007, sous l'égide de la présidence allemande, Angela Merkel, le CET, le Conseil économique transatlantique. Donc, ce qu'a fait Obama, ça a été qu'être le porte-parole d'un long travail fait en amont, annonçant, posant les jalons pour ce bloc euro-atlantique de 500 et quelques millions de consommateurs, parce que ces gens-là voient toujours l'être humain comme un consommateur et un jouisseur. Matérialisme oblige. Ce marché transatlantique, annoncé depuis peu de temps, mais en fait préparé depuis très longtemps, révèle aussi les liens étroits euro-américains. Et je vais vous citer un exemple, parce qu'en une demi-heure, je ne peux pas aller très loin, donc je vais essayer de couvrir les points généraux. Vous avez un institut américain qui s'appelle l'ACUS. L'ACUS, c'est le sigle en anglais pour le Conseil atlantique des États-Unis, qui s'occupe de tout ce qui est politique de défense, stratégie, etc., et qui a été dirigé de 2009 à 2012 par Chuck Hagel. Chuck Hagel, qui est le tout nouveau ministre de la Défense du président Obama. Bon, l'ACUS, site internet, et c'est très intéressant de voir que ce site américain, très lié à la politique de la défense, l'OTAN militaire, de la politique américaine, a en son sein des Européens et pas n'importe qui. Vous avez par exemple, au comité directeur de l'ACUS, qui est subdivisé en plusieurs groupes, vous avez Thomas Enders, le patron de ADS.
EADS, qui est officiellement chargé de contrebalancer Boeing, etc. Eh bien, vous avez le patron de EADS qui fait partie de l'ACUS, comité exécutif. Et puis, vous avez, je vais vous parler du marché transatlantique, c'est un monde d'hommes. Il y a quand même des exceptions. Il y a une femme, une Allemande, qui a joué un très grand rôle, qui s'appelle Erika Mann, qui a été députée socialiste au Parlement européen, mais socialiste, socialo-libéral, enfin c'est pareil. Eh bien, cette Erika Mann a joué un très grand rôle pour la préparation du marché transatlantique, au sein, entre autres, d'un institut regroupant des multinationales européennes et américaines, qui s'appelle le TPN, le Réseau politique transatlantique. Eh bien, elle a quitté cet institut pour se retrouver au sein de l'ACUS. Donc, on voit ce fameux entre-là, comme disaient les Allemands, Verflechtung, entre les élites européennes et américaines. Donc, c'est très intéressant de voir ces liens parce que les élites anglo-saxonnes ont toujours voulu l'unité de l'Europe. Et vous avez d'ailleurs un universitaire américain qui s'appelle Joshua Paul, qui a révélé, suite à des documents déclassifiés, que dans les années 50, les États-Unis, l'appareil militaire et puis les services secrets américains soutenaient et payaient des représentants européens, je pense à Joseph Ratzinger, côté français Schuman, et aussi le belge Paul-Henri Spaak, les soudoyaient pour promouvoir cette idée d'unité européenne. Et ça a été révélé dans un journal anglais qui s'appelle le Daily Telegraph, et je vous donne la référence, c'est le 19 septembre 2000, avec l'intégralité de l'article. Et il faut être honnête, cette information, je ne la connaissais pas, je la dois à François Asselineau, qui est le premier à balancer cette information de première main. Et il faut savoir souligner les personnes qui jouent un rôle positif quand il s'agit de balancer des informations contre le système. La crise qui a été évoquée entre autres par Cameron et Angela Merkel, qui touche les pays du Sud, est absolument insoluble, dans ce sens que vous avez un endettement terrible, et puis surtout, et c'est ça le drame de ces gens-là qui voient l'être humain comme une simple machine, vous avez la volonté d'unifier des États européens, des peuples européens qui sont différents. Un Suédois n'est pas un Portugais, qui n'est pas un Grec. Et des mentalités différentes qui doivent vivre sous le même toit, sous les mêmes règles, ça ne marche pas. Et le problème, c'est qu'on veut unifier des contraires. Alors, j'évoquerai tout à l'heure une caractéristique, mais pour le moment, je continue. Il y a un économiste, Jacques Sapir, qui a dressé un état des lieux fort intéressant et qui a prouvé que pour remettre les pays du Sud, Portugal, Espagne, Italie, Grèce, à niveau par rapport à la compétitivité allemande, il faudrait dépenser, je cite les chiffres de Jacques Sapir, environ 257 milliards d'euros par an pendant une période de 8 à 10 ans. Et dans cette affaire, 90% de cette somme serait payée par l'Allemagne. Autant vous dire qu'à Berlin, on se gratte la gorge. Situation intenable, mais nous avons affaire à des idéologues à Francfort, à Bruxelles et au sein des élites anglo-saxonnes qui feront tout pour imposer leur modèle. Ce modèle, qui consiste à mettre un pilier européen unifié, voit en son sein aussi les États qui se fractionnent. Et maintenant, à titre d'information, j'ai mon livre « Minorité et régionalisme » qui vient d'être réimprimé. Il est sorti avant-hier. J'ai pu avoir quelques exemplaires. Lorsque j'ai fait un petit rajout, ce livre-là, je l'ai terminé en 1999, où j'évoquais l'éclatement des États et j'expliquais le pourquoi, le comment, etc. Cette chose, en 1999, était impensable. Aujourd'hui, on vous parle du référendum pour l'Écosse le 18 septembre 2014. On vous parle d'un référendum prévu pour la Catalogne courant l'année 2014. Et en Belgique, avec la Flandre, s'il n'y a pas d'élection anticipée d'ici là, normalement en juin 2014, élection en Belgique qui devrait donner un pourcentage fulgurant à la NVA de Bart de Wever, qui est le parti autonomiste indépendantiste flamand. Donc on voit tous ces États qui sont en voie de déliquescence. Et, chose très intéressante, vous avez eu en octobre 2012 le discours de François Hollande lors des États généraux de la démocratie locale, où il a annoncé une volonté de renforcer le pouvoir des régions. Le problème, c'est que le problème des régions,
Ça consiste à donner des pouvoirs politiques, financiers, administratifs, et ces régions dépendent de moins en moins de l'autorité nationale, mais de plus en plus de l'autorité supranationale. 3 niveaux, Europe, État, région, et comme d'ailleurs le disait très bien Bart de Wever, le patron indépendantiste, autonomisme indépendantiste en fait, flamand, la NVA, parlant de la Belgique finira par s'évaporer entre les régions et l'Europe. C'est parfaitement résumé. Les États français, italiens, espagnols sont vidés de leurs prérogatives régaliennes, battre monnaie, etc. Vous avez les pouvoirs de plus en plus à l'Union européenne, qui, par exemple, contrôle la Commission européenne, qui contrôle les budgets nationaux. Et puis, de l'autre côté, les régions qui ont du pouvoir, et entre les deux, façon casse-noix, les États qui vont se faire écraser. Et dernièrement, vous avez eu le référendum raté en Alsace. Officiellement, c'était donc pour unifier l'Alsace en une seule entité, pour faciliter, pour des raisons administratives, fiscales. Oui, peut-être. Mais en fait, c'était l'arbre qui cachait la forêt. La finalité du sujet, en fait, du projet, c'était de créer ce qu'ils appellent les eurorégions. Les eurorégions, c'est la réunion de régions de part et d'autre d'une frontière devenue défunte, pour créer des blocs régionaux. Et dans le cas de l'Alsace, l'objectif, et j'ai les documents qui le prouvent, les cartes en tout cas, volonté de créer une eurorégion entre l'Alsace et le Pays de Bade. Et donc ces deux entités se dégageant de l'autorité nationale, constituant une eurorégion, formeraient un morceau du territoire européen. Les eurorégions sont les départements de l'Union européenne. Car il y a une chose qu'il faut retenir dans ce projet européen. Vous savez, il y a une phrase de Bossuet que j'aime beaucoup qui disait « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont il chérit ses causes ». C'est du classicisme à l'état pur. Le problème, c'est que les mots MAUX qu'on condamne actuellement, on n'en voit pas les origines. Et dans cette volonté de partialisation et de création d'entités régionales artificielles, on ne voit pas l'esprit qui est derrière. Vous savez, c'est comme toute personne, on est tous issus d'un milieu familial, et qu'on soit fils d'ouvrier ou fils de prince, eh bien, il y a des différences de mentalité, d'origine sociale, d'éducation, de manière, de comportement. Et ce qui est vrai au niveau des personnes est vrai au niveau des pays, et vous avez une philosophie politique derrière tout ça. Le fait de vouloir casser les États, le fait de vouloir faire disparaître les identités au profit d'entités abstraites comme les eurorégions, eh bien, ça vient d'où l'origine? C'est l'esprit de la Révolution 1789, qui, à l'époque, a détruit les provinces pour substituer à la place des départements, création purement artificielle. Et ça allait même très loin, puisqu'à l'origine, les technocrates de l'époque voulaient créer une France départementale en damier, vraiment comme un jeu d'échecs, ligne droite. Et d'ailleurs, cette carte-là, je l'ai publiée sur un site, le site Boulevard Voltaire, dirigé par Robert Ménard. Bon, document d'origine. Et donc, on voit cet esprit de mettre l'homme dans une case, l'homme purement consommateur, obéissant à des chiffres. Mais l'humain, heureusement, n'obéit pas. L'humain n'est pas un tas de viande. Voilà, pas uniquement en tout cas, et heureusement. Et cet esprit révolutionnaire qui consiste à rendre tout administratif, tout hygiénique, c'est propre à la Révolution française. Et ce principe, on le voit dans le cas de l'Allemagne de Weimar. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, vous avez eu la nouvelle constitution allemande, la République de Weimar, qui a été faite par un juriste juif allemand qui s'appelait Hugo Preuss. Hugo Preuss avait la haine des Länder. Les Länder, c'est tout ce qui est le propre de l'identité allemande, bavaroise, rhénane, etc. Et son but, c'était de substituer ces Länder en mettant à la place des départements qu'on appelle des Gauen, G-A-U-E-N. Eh bien, il n'a pas réussi parce que la vivacité des identités allemandes ont freiné et ont empêché le procédé. Alors l'ironie, c'est que c'est tonton Adolphe qui a réussi à imposer le principe des départements pour l'Union européenne, pour l'Allemagne nazie, pardon. Et en fait, ce principe des départements, hérité des principes de 89, montre bien ce lien, cette permanence que l'Union européenne n'a fait que amplifier. C'est l'esprit de 89, destruction de la cellule familiale. On en sait quelque chose actuellement. Destruction des nations, destruction des identités, pour créer un magma informe de consommateurs. En fait, je vous dis, le programme, il est dans Huxley ou Orwell. Petite information, il est très intéressant de voir que vous avez des intelligences profondes. Le problème, le système, il marque des points parce que
parce que la nature humaine, elle est légère. Je veux dire par là que vous avez des intelligences profondes qui ont parfaitement pigé le système. Il y a, durant la Révolution française, un homme qui avait parfaitement pigé les raisons de la Révolution et les conséquences. C'était un Prussien francophile, pro-révolutionnaire, naturalisé français, qui s'appelait Anarkazitz Klotz. Il a été guillotiné en 1794, ça il n'avait peut-être pas prévu, parce que c'était quand même un idéologue, mais il n'empêche qu'il avait compris que la Révolution française, anticatholique, le fait de couper la tête du roi, c'est de couper le lien entre le ciel et la terre. Et ça, c'est un principe qui a dû plaire au judaïsme, qui n'aime pas les intermédiaires, ça, sauf le sien. Eh bien, ce Anarkazitz Klotz avait écrit un livre en 1792 où il dit en gros que la révolution de 89 n'est qu'un passage, un intermédiaire, un passage obligatoire pour passer à l'étape supérieure qui est la gouvernance mondiale. Oh certes, il n'utilise pas l'expression gouvernance mondiale. L'expression qu'il utilise, et d'ailleurs c'est le titre de son livre en 1792, c'est la République universelle. Et donc c'est révélateur de l'esprit d'une poignée de gens à l'esprit profond qui avaient pigé que, avant d'accéder à cet idéal utopique de monde unifié, uniformisé, aseptisé, pire qu'un fromage hollandais, eh bien, il fallait d'abord passer par des étapes. Et ce Anarkazitz Klotz avait parfaitement compris cela. Et nous vivons sur cette inertie révolutionnaire, car les principes de l'Union européenne sont les principes de 89, mais élargis. Je continue. Pour être plus précis, cette construction européenne, qui consiste à détruire les États, il y a un élément clé dans cette histoire, c'est le monde germanique. Le monde allemand, enfin quand je dis le monde allemand, les élites allemandes, évidemment, je ne parle pas du peuple allemand. Les relations entre l'Europe, les États européens et l'Allemagne ont toujours été ambivalentes dans ce sens que les élites allemandes ont voulu toujours imposer leur modèle. Et pour comprendre la volonté, et on voit bien actuellement avec la politique d'Angela Merkel, d'imposer le modèle germanique, d'austérité, etc., l'Allemagne a un exemple, ou plus exactement une tradition qui lui permet de faire passer, pardonnez-moi l'expression, le suppositoire germanique dans le derrière de l'Europe. C'est 1er janvier 1834, le Zollverein, littéralement l'union douanière. Qu'est-ce que c'est ? Avant que l'Allemagne soit unifiée en janvier 1871 par Bismarck, vous avez eu une période intermédiaire qui est que la Prusse a peu à peu imposé son modèle politique, économique, administratif, fiscal à l'ensemble des États allemands, Bavière, Duché de Bavière, Royaume de Bavière, Saxe, Hanovre, etc. Et en fait, cette union douanière était un moyen, ce Zollverein, un moyen pour créer un marché intérieur unique, permettant aussi l'harmonisation des règles fiscales et économiques. Donc l'Allemagne a déjà un galop d'essai. Elle sait comment ces choses se mettent en place. Et c'est le même principe qui régit actuellement l'Union européenne, dans ce sens que l'Allemagne est, j'allais dire, la Prusse du XIXe siècle, qui impose à la Bavière, à la Saxe, qui s'appelle maintenant la France, l'Italie ou l'Espagne, son modèle. Elle l'impose d'autant plus que on peut critiquer la politique allemande. Et je la critique dans ce sens que l'Allemagne, actuellement, sous l'égide du grand patron anglo-américain, parce que l'Allemagne n'est que le sergent-chef. Il y a eu 2 guerres mondiales. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Londres et Washington n'acceptaient pas la mainmise germanique sur l'Europe. Londres et Washington n'acceptent la mainmise germanique qu'en déléguant, en léguant d'une certaine manière les pouvoirs à l'Allemagne. Mais l'Allemagne n'est que le second. Et actuellement, pour le moment, l'Allemagne respecte cette hiérarchie. Eh bien, si l'Allemagne impose ses vues, elle l'impose d'autant plus qu'en face, elle a des pays, Portugal, Espagne, Italie, Grèce, qui ont prêté le flanc à la politique allemande. On peut critiquer l'Allemagne, certes, mais ces pays du Sud sont des pays pagailles. La Grèce, il n'y a pas de cadastre pour le logement, les habitations. C'est la porte ouverte. En Corse, non ? Oui, c'est le Sud.
En Grèce, il n'y a pas de cadastre. Alors c'est la porte ouverte à toutes les magouilles. Le problème, c'est que tant que cela restait dans un cadre grec, on s'arrange. Mais la Grèce, membre de l'Union européenne, est régie non plus par des lois grecques, mais des lois germano-anglo-saxonnes rigoureuses. Et là, les combinations, ça ne marche plus. Et là, les Grecs ils se font latter, comme les Italiens, les Espagnols, les Portugais, et bientôt les Français. Et là, je leur dis, écoutez, on peut critiquer l'Allemagne, certes, mais vous l'avez cherché. Quand on n'est pas gaille, laissez aller. En Grèce, il vous suffit de creuser un plan d'eau, mettre des poissons rouges, et vous appelez ça, sur votre papier administratif, piscine. Et hop, vous avez des... Comment dire, vous payez moins certaines choses. Donc, en fait, ben oui, là, ils se font avoir. En fait, leurs défauts les coulent. Dans la nature, il y a une hiérarchie, et les forts imposent leur vue. Je continue, je vais terminer quand même, je me rapproche pas peu de la fin. Il y a quand même une situation actuelle de crise qui va aller, bon, je l'ai dit souvent et je radote, et un écroulement général du système, à quelle vitesse, aucune idée, mais ce n'est pas dans 30 ans. Des réactions de ce qu'on appelle les populistes. Alors, je n'aime pas tellement ce terme parce que dès que le peuple s'oppose aux dirigeants, il est tout de suite mal vu, il est abruti, stupide, etc. Alors qu'en fait, il ne fait que sauver sa peau face à des élites corrompues. Mais il y a une chose quand même que je tiens à dire, c'est que les mouvements populistes peuvent être encadrés par le système. Et il faut être prudent. Vous savez, le bien, le mal, mais vous avez aussi le mal qui se présente sous les apparences du bien. Et je vais vous citer un exemple. Je vais prendre un exemple d'un film extraordinaire, apparemment stupide à souhait, Mars Attacks. Extraordinaire comme film, de débilité, mais débilité profonde. Car l'histoire, c'est quoi? C'est l'attaque des extraterrestres qui vont, les martiens, qui couinent avec un bruit, et qui vont imposer leur férule sur toute la Terre avec destruction. Bon, comment commence le film? Il commence dans la campagne américaine. Vous avez des Américains qui discutent, des fermiers, et qui disent à un moment donné, mais ça sent le brûlé. Et on est dans l'obscurité, on voit un halo de lumière qui se rapproche, et on voit un troupeau de vaches au dos enflammé, et les pauvres bêtes affolées qui cavalent et galopent devant ces quelques Américains ahuris. Et au loin, on voit la soucoupe volante des Martiens qui s'envolent. C'est elle qui a arrosé en laser les malheureuses bêtes. Et ce film commence comme ça et annonce finalement l'invasion et les destructions. Ceux qui ont fait ce film, apparemment débile, mais d'une profondeur, je l'ai vu plusieurs fois ce film, tellement il me plaît. Ça, Titi Grominet. Vous avez en fait un pied de nez. Dans ce film, c'est une apocalypse qui s'abat sur l'humanité. Et dans la Bible, l'apocalypse est annoncée par l'arrivée de chevaux, des chevaux de feu, qui annoncent l'apocalypse, mais là par dérision. Ce ne sont pas les chevaux de l'apocalypse, ce sont les vaches de l'apocalypse, les meux. Par dérision, ils ont pris des vaches pour annoncer le début de l'apocalypse. Et cet acteur extraordinaire, Jack Nicholson, quand il essaye de pactiser avec les Martiens, il leur dit à un moment donné, et au cinéma j'ai vu la version en VO puis traduite en français, un accord global pour unir leurs forces, une vision planétaire. Et il dit, dans la traduction française, que cette union permettrait la mise en forme d'une ère nouvelle. Et dans la version anglaise, ce n'est pas du tout ère nouvelle, c'est littéralement Golden Dawn, aube dorée. Et aube dorée, vous avez un langage juridique, vous avez un langage en sciences, et bien vous avez aussi un langage dans la maçonnerie luciférienne. Parce que aube dorée, c'est une expression de la maçonnerie luciférienne qui est la victoire de Satan sur Dieu et la mainmise d'un nouveau monde. Ce n'est pas l'effet du hasard. Aussi, lorsqu'on connaît ça, et là je retombe sur mes pieds, la Grèce, vous avez un parti qui défend apparemment les Grecs et les malheureux Grecs qui se font tailler des croupières. Ce parti s'appelle Aube dorée. Quand même curieux comme nom. J'aurais pu s'appeler Soleil couchant.
Non, Aube dorée. Donc, je vous demande de vous poser la question, et puis, voyez les sources de financement. On citait tout à l'heure le parti dit Alternative, qui vient d'être créé de Bernd Lucke. À première vue, moi, j'ai rien contre. Mais réflexe automatique, c'est qui ce Bernd Lucke? Il vient d'où? Ils sont plusieurs milliers adhérents, d'accord. Il vient d'où l'argent? L'argent finance. Et financer parti, d'où vient l'argent? Donc, je serai quand même prudent. Et puis, dans le cadre des mouvements populistes, il y a l'Italie, avec Beppe Grillo, qui aux dernières élections a ramassé 25%. Et son parti s'appelle Mouvement 5 étoiles. Réflexe automatique que vous devez avoir. Mouvement, bon, mouvement, c'est un mot que je comprends. Pourquoi 5 étoiles? Pourquoi pas 3 étoiles, 8 étoiles? Et pourquoi étoiles? Bon. Alors bon, il y a des mauvaises langues qui disent que 5 étoiles, ce serait réminiscence avec les 5 frères Rothschild, fin XVIIIe siècle, les 5 fils de Mayer Armel Rothschild. Certains disent ça, ce sont sûrement de mauvaises langues. Mais quand on gratte, parce qu'il faut toujours aller dans les coulisses, on peut quand même se poser de légitimes questions. En fait, Beppe Grillo est un fort en gueule, et ce sont souvent ceux qui gueulent le plus qui ne sont pas intéressants. En fait, il faut voir dans les coulisses. Et comme je disais quelquefois à mes étudiants, dans les coulisses, plus ça pue, mieux c'est. Vous avez le bras droit, et en fait, l'âme de ce parti, qui s'appelle, de Beppe Grillo, qui s'appelle Gian Roberto Casaleggio, qui a 58 ans. Et vous avez un journaliste italien qui, en 2010, a fait une étude sur le bonhomme très intéressante. Et ce parti, je rappelle, qui s'oppose aux élites financières, au patronat, à la classe politique, enfin à première vue, qui est vraiment un rebelle, un vrai rebelle. Quand on voit les coulisses, le rebelle prend quand même un sérieux coup, puisque ce Gian Roberto Casaleggio a fondé une société il y a quelques années, je crois que c'est en 2005, qui s'intitule Casaleggio Associati, et qui bénéficie d'actionnaires, dont un qui a un CV extraordinaire. Et pour un rebelle, j'avoue que s'il est rebelle, je ne sais pas quel nom on peut nous donner à nous. Cet actionnaire, au service donc de Gian Roberto Casaleggio, s'appelle Enrico Sassoon. Je vous donne son nom, Sassoon, ça s'écrit S-A-2-S-2-O-N. Sassoon, bon. Un Italien. Et quand on s'intéresse à cet homme, d'abord son passé, il vient d'où? Sa formation. Chose très intéressante, il a fait des études d'économie. Ah, où? À l'université, la plus grande université en matière économique, l'université Bocconi. Et Bocconi a été pendant de très longues années, jusqu'en 2010-2011, dirigé par un certain Mario Monti, qui était le président de la Trilatérale Europe, ex-commissaire européen, enfin bref, le CV. Mais si ça ne s'arrêtait là, ça irait, enfin ça irait, non, ça n'irait pas. On va alourdir le CV. Le Enrico Sassoon, qui donc soutient en arrière-fond le parti Mouvement 5 étoiles, fait partie de l'Institut Aspen Italie, qui est un parti, enfin d'institut qui a été créé par exemple donc, à la France en 1983 par Raymond Barre, qui était membre de la Trilatérale aussi. Le Enrico Sassoon est membre de la Chambre de commerce américaine d'Italie. Vous faites American Chamber of Commerce Italie et vous aurez les photos et les noms. Donc déjà, je vais dire, rebelle au système, bon. Et chose très intéressante, ce Enrico Sassoon a été aussi, il a quitté ce poste, il était à un moment donné un éditorialiste dans un journal italien, alors je prononce mal, qui s'appelait Il Solo 24 Ore. Journal italien qui était la propriété d'un organisme qui s'appelle Confindustria, qui est l'équivalent du MEDEF italien. Voilà les gens en arrière-fond du parti Mouvement 5 étoiles. Effectivement, c'est du toc. N'oubliez jamais que le système, il est terriblement retors. Quand on ne peut pas écraser, on canalise. Et là, ils ont canalisé. Et chapeau. Là, je suis quand même admiratif parce qu'ils ont réussi à diriger le système. Et je terminerai par ce petit élément qui est l'aspect religieux. En fait, le fond de l'histoire est toujours religieux
Et 1789 est un événement extraordinaire pour l'histoire de France en tant que fille née de l'Église, mais pour l'histoire du monde, parce que les principes de 89 se sont répandus dans l'Europe et par ricochet dans le monde entier. Et le mal vient de là. Et tant qu'on n'aura pas détruit les causes, la cause du mal, 89, nous aurons toujours les conséquences. La France de 89 devait se casser la figure et l'Église doit ou devait se casser la figure aussi. Et ça a été le cas avec Vatican II. Et il y a une chose quand même, dans le cadre de cette volonté de gouvernance mondiale, de création de blocs continentaux constituant l'architecture de cette gouvernance, vous avez cette volonté de créer une religion universelle. Alors il est très intéressant de voir que le nouveau pape, le pape François, il suffit de voir, il y a toutes les vidéos sur Internet, Dailymotion, YouTube, où vous avez le cardinal, donc, maintenant pas le pape François, qui a eu un CV extraordinaire puisqu'il a pactisé avec Bilderberg, il a même participé à des fêtes juives à Hanouka, bref, on a envie de dire... Le système peut dormir tranquille. Mais dans cette volonté de créer cette gouvernance mondiale, il faut impérativement une religion universelle. Et vous avez, depuis les années 2000, création au Kazakhstan, à Astana, d'une très grande pyramide, toujours une pyramide, c'est jamais cubique, c'est une pyramide qui réunit toutes les religions de la terre, musulmanes, juives, chrétiennes, avec toutes les subdivisions. Et vous avez un représentant du Vatican auprès de ce conglomérat, et qui n'est pas n'importe qui est le cardinal Jean-Louis Torrent. Vous le connaissez tous, c'est lui qui, parce qu'il a maladie de Parkinson, en bougeant la tête, annonçait Habemus Papam pour François. C'est lui qui est représentant du Vatican. D'ailleurs, il est le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Eh bien, c'est très intéressant de voir l'Église entièrement engagée dans cette volonté de créer une religion universelle, au Kazakhstan, dans cette pyramide, et le nom de la ville en question, il faut quand même... ils ont de l'humour, ces gens-là, puisque ce lieu s'appelle Astana. Et avec l'anagramme, vous inversez AS, ça fait Satana. Donc, on a envie de dire vraiment, tout est marqué à la culotte, si je puis dire. Alors, j'ai fait à peu près ma demi-heure. Terminé joyeusement, que puis-je dire ? J'ai rien mis sur mon papier. Alors, je dis toujours qu'en fait, il y a un tic-tac. Il y a une phrase de Martin Luther que j'aime. Il a beau être protestant, il n'empêche qu'il a dit des choses justes. Mais Staline a dit des choses justes, il ne faut pas avoir peur. Luther, je ne sais pas exactement mot à mot, mais il a dit il y a des moments où Dieu a assez de la partie et jette les cartes sur la table. En gros, démerdez-vous. Bon, il n'a pas dit ça, mais en gros, l'idée était là. Je veux dire par là qu'il y a des moments où le mal est trop profond pour être réglé d'une manière sereine. Les esprits sont trop empoisonnés. Et c'est triste à dire, les esprits reprennent du poil de la bête uniquement dans la souffrance. La souffrance est salvatrice quand on souffre, mais quand je dis la souffrance véritable, pas la souffrance profonde, physique et psychologique, on mûrit. Et il faudra malheureusement un passage à tabac, sérieux, planétaire, pour que l'humanité, enfin ce qui en restera, puisse se reprendre. Et il faudra aussi que les maux que nous dénonçons aujourd'hui, et plus exactement les causes à l'origine de nos maux, soient éradiquées à la racine. C'est pourquoi ne faites absolument pas confiance à ceux qui chérissent les causes profondes, mais qui maudissent les conséquences, alors qu'il faudrait tout l'inverse. Il faut maudire les conséquences, et le problème, c'est que les gens n'ont pas compris la source du mal, qui est une fête, en fait, qui est biblique. C'est le fond de l'histoire est toujours religieux, et malheureusement, on passera peut-être sûrement même un très mauvais moment, mais l'avantage de ces conférences, c'est de toujours, en fait, préparer psychologiquement les gens à serrer les dents, parce que je plains d'avance ceux qui sont à des années-lumière, c'est-à-dire les 9/10 des gens, qui, eux, vont tomber de haut et qui n'auront plus
le journal de 20h et David Pujadas pour les bercer dans le rêve. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Je suis d'accord avec pas mal de choses qui ont été dites, mais je dirais autre chose. Pour commencer, je voudrais faire un petit commentaire sur ce que vous avez dit sur BP Grillo et les populistes de manière plus générale. Ce que vous avez décrit correspond à ce qui est régulièrement jugé, notamment dans les médias du système, comme correspondant à un esprit, entre guillemets, complotiste. Et je voudrais faire du complotisme en abîme. Puisque ce que vous avez décrit sur BP Grillo, et notamment sur l'homme qui a permis la percée de BP Grillo à travers les moyens Internet, en fait, les moyens numériques, a donné lieu à une page complète dans Le Monde, où il disait à peu près ce que vous avez dit sur les liens de cette personne, qui a peut-être ensuite eu la révélation à $100, je ne sais pas, avec le Bilderberg ou le groupe Aspen, etc. Et donc là, très sincèrement, quand j'ai vu cet article-là dans Le Monde, je me suis posé la question du complot en abîme, puisque pourquoi Le Monde publiait cet article qu'il aurait pu juger comme complotiste ailleurs, et cet article qui conduisait, pour ceux qui auraient pu avoir de la sympathie pour BP Grillo, à avoir un minimum d'interrogation. Je referme cette parenthèse et j'en viens à notre sujet. Notre sujet, c'est la France au péril de l'Union européenne. Et j'ai eu une discussion avec notre ami de Marquis au départ, puisque le premier titre était « La France au péril de l'Europe ». Et je crois que si on avait retenu la France au péril de l'Europe, on serait tombé dans le travers de la novlangue. Car ce qui est systématiquement utilisé par les médias dominants et les gouvernants dominants, c'est le mot « Europe » pour désigner l'Union européenne. Or, ce sont deux choses tout à fait différentes. L'Europe, c'est un continent, c'est une histoire, c'est une civilisation millénaire à laquelle nous appartenons, puisque nous sommes des Européens d'expression française. C'est-à-dire que nous sommes de culture européenne et que nous pensons en français, mais nous sommes européens. Et toute l'astuce du système a donc été d'utiliser un mot quand même positif, historiquement, culturellement, comme celui de l'Europe, pour désigner une institution, des institutions, l'Union européenne, qui est une machinerie bureaucratique au service d'intérêts tout à fait étrangers à l'Europe en général et aux nations particulières qui la composent. Je ne crois pas que le danger vienne particulièrement de l'Allemagne en tant que nation. Je signale au passage, pour faire un petit peu de provocation, qu'il y a actuellement au musée du Louvre une très belle exposition de l'Allemagne
qui donne d'ailleurs qui donne des peintures depuis le début du XIXe siècle jusqu'en 1919, et qui donne une très belle image finalement de la culture allemande, de la culture picturale allemande, qui renvoie à des choses tout à fait fondamentales, qui sont l'héritage de l'Antiquité grecque, l'héritage de l'Europe médiévale, et puis le lien avec la nature tel qu'il peut être traduit dans les tableaux de Gaspard Friedrich ou autres. Et on voit d'ailleurs qu'en 1919 c'est fini, puisqu'on arrive dans un art totalement déstructuré, déraciné. On voit la rupture, qui est une rupture de civilisation, qui touche l'Allemagne, mais qui a touché aussi d'autres pays à cette période-là. Et je ne crois pas que le problème des Français soit un problème qu'ils ont avec leurs voisins, que ce soit les Allemands, les Italiens, les Espagnols, que sais-je encore. Je crois, et là je vous rejoins, même si nous exprimons les choses différemment, je crois qu'aujourd'hui, le problème, c'est la lutte entre les peuples, tous les peuples, et une superclasse mondiale qui veut s'imposer à eux par tous les moyens, et que nous avons, cela peut paraître surprenant que je dise cela, parce que personnellement je n'ai pas franchement une culture marxiste, mais il y a une nouvelle lutte des classes à l'échelle mondiale, et cette nouvelle lutte des classes oppose les peuples à la superclasse mondiale que je vais essayer de décrire. D'ailleurs, quand on dit la lutte des classes, il y a eu une très jolie formule de M. Warren Buffett, qui est un financier américain, qui a dit « Oui, il y a une lutte des classes, et d'ailleurs, c'est ma classe, la classe des riches, qui est en train de la gagner. » Et évidemment, quand il part de la classe des riches, c'est la classe des hyper riches, parce que même M. Cahuzac, il n'est pas du tout dans la course, le malheureux. Et je ne parle pas des ministres qui déclarent 3 vélos parmi leur patrimoine. Et donc, il y a aujourd'hui, à l'échelle du monde, une superclasse mondiale qui s'impose à tous les peuples, à toutes les nations, et qui s'impose aux peuples européens, aux peuples français, à travers l'Union européenne, c'est vrai, mais qui n'est qu'un instrument pour quelque chose qui la dépasse. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette superclasse mondiale? On trouve les responsables des banques mondiales et de la finance internationale qui commandent à l'économie. On trouve les responsables des entreprises transnationales ou post-nationales. Il y a 30 ans, on parlait de multinationales. C'est un terme qui est aujourd'hui dépassé. Ce sont des entreprises transnationales ou post-nationales. On trouve les participants aux forums mondiaux ou régionaux, G7, G20, Davos, et j'en passe. On trouve les responsables des fondations et des ONG qui concurrencent les États en pratiquant l'ingérence et qui sont eux-mêmes financés par les entreprises transnationales. Et on trouve, bien évidemment, on trouve les autorités morales, c'est-à-dire les réseaux d'influence, les clubs, qui donnent les bonnes idées, celles à laquelle il faut se rallier. On trouve les responsables des partis institutionnels. On trouve aussi les dirigeants des principales centrales syndicales. Vous pouvez voir que M. Chérec, ancien patron de la CFDT, a été porté à la tête de la fondation Terra Nova, proche du Parti socialiste, fondation dont l'objectif est de remplacer dans l'électorat socialiste les classes populaires françaises par les populations immigrées d'un côté, les bobos urbanisés, mondialisés de l'autre, ce qui a permis d'élire M. François Hollande. Ça ne lui permettra peut-être pas de durer très longtemps, mais enfin ça lui a permis d'être élu. Et puis, derrière tout ça, il y a un organe, il y a des organes qui permettent de faire passer le message à tous et de faire que tous tiennent le message. Ce sont les médias mondiaux, c'est-à-dire ceux
qui produisent des signes et du sens, qui imposent l'idéologie dominante, qui ensuite s'impose à tous, en particulier aux hommes politiques. Eh bien, les médias mondiaux sont contrôlés par ces forces-là. Et si vous regardez les médias français, c'est tout à fait éclairant, puisque les médias français sont contrôlés par les banques et l'assurance d'un côté, le monde du luxe de l'autre. Et le luxe a évidemment un intérêt majeur à la mondialisation, puisque le luxe vit des très riches ou des très très riches. C'est ça qui intéresse des gens de luxe. Alors si vous regardez les médias français, vous y reverrez une parfaite représentation de cette superclasse mondiale. Si vous regardez Libération, propriétaire, Rothschild. Et ce qui est assez drôle, c'est que les types de Libération trouvent ça très bien. C'est quand même ça, extraordinaire, quoi. Le Monde, propriétaire, Pigasse, Banque Lazare. J'ai un jour pris un verre avec un type du Monde et je lui ai dit je suis ravi de prendre un verre avec un représentant de la Banque Lazare. Et alors, un garçon tout à fait d'extrême gauche par ailleurs. Hein, bon. Et il s'est un petit peu raidi et il m'a dit ah non, Pigasse, président de Lazare Europe, est au Monde à titre personnel. Ce gars-là a tout de même un certain sens de la dialectique. Alors vous me direz, au Monde, il n'y a pas que Pigasse, il y a aussi Berger. Berger, c'est le luxe. Et là, on retrouve un autre élément de la superclasse mondiale. Berger qui a eu cette très jolie phrase à propos de la loi Taubira sur le mariage. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas vendre des ventres puisqu'on vend des bras pour le travail. C'est une conception marchande assez cohérente finalement de la part de ce personnage. Alors si on continue dans la presse française, vous avez Le Figaro, Dassault. Alors Dassault, tout le monde croit que c'est un type qui vend des avions de guerre. Pas du tout, les Rafales, il n'en vend pas. Il vend en vendant des avions, il vit de la vente d'avions d'affaires. Et il est évident que l'avion d'affaires, ça ne se vend que s'il y a beaucoup d'affaires qui se font mondialement. Donc il est aussi lié à ça. Aux Échos, vous avez Arnaud. Arnaud, c'est le luxe. Hein. C'est LVMH. Au Point, vous avez Pinault. Vous avez aussi tout un groupe de presse, le groupe Lagardère, avec Paris Match, Europe 1, etc. Lagardère, 10% du capital de Lagardère, c'est le Qatar. Ça, c'est la variante, en quelque sorte, islamique ou islamiste de la superclasse mondiale. Et puis, si vous regardez TF1, alors TF1, c'est extraordinaire. TF1, c'est le bâtiment. C'est aussi les grands travaux, là aussi dans le monde entier, en particulier dans les pays du Golfe, dans les pétromonarchies du Golfe. Et puis, dans le capital de Bouygues de TF1, dans le conseil d'administration, plus exactement de Bouygues et de TF1, vous trouvez le tiers des sièges qui sont détenus par les banques, dont 2 banques françaises les plus impliquées, les plus exposées aux risques financiers, à savoir BNP Paribas et le Crédit Agricole. Et en 2008, quand il y a eu la crise financière, c'était trop beau. Il y avait au conseil d'administration de Bouygues TF1 le représentant de Goldman Sachs. Ce qui, évidemment, permettait à TF1 de donner les éclairages qui convenaient sur la crise financière. Donc, vous voyez bien que ces gens-là s'imposent en France comme ils s'imposent dans le monde entier et même par-delà l'Europe. Vous avez actuellement le débat qui est à la fois
pour partie de l'enfumage, mais aussi qui touche aux choses les plus fondamentales, sur le mariage entre personnes de même sexe. C'est quand même extraordinaire. Vous avez le débat en France, on vous dit, ah bah tiens, le Parlement néo-zélandais vient de le voter, et vous voyez des images de députés néo-zélandais enthousiastes. Bon, alors vous me direz, la Nouvelle-Zélande, c'est presque l'Europe, enfin c'est des Européens un peu éloignés. C'est un pays que je vous recommande au passage, parce que c'était très beau. Mais on parle aussi de ça en Argentine, ou en Uruguay, donc partout. Donc il y a véritablement une transformation mondiale, et qui, je crois, correspond à un objectif assez précis, qui vise à araser toutes les différences entre les hommes, toutes les différences de culture, de genre, de tradition, pour finalement ne plus laisser qu'une seule différence, qui est la différence de l'argent. On a aboli toutes les différences. Et ce qui est intéressant, c'est que cette superclasse mondiale que j'ai décrite, qui dans son acception restreinte, rassemble 6 à 10 000 personnes, et dans son acception plus large, en rassemble quand même quelques dizaines de millions, cette superclasse mondiale, à l'intérieur, les gens sont plus solidaires les uns les autres qu'ils ne le sont avec leur peuple. Bon. Et c'est vrai qu'on le voit de manière symbolique, même s'il y a un côté très artificiel, on voit bien quand ils se retrouvent dans les grandes enceintes internationales, type Davos. Alors ça, par contre, c'est un des coins les plus moches de montagne, je vous le signale. Mais ces gens-là n'ont pas de goût. Type Davos ou type G8, G20, je ne sais pas quoi, une espèce de connivence, de familiarité. Vous vous souvenez, le premier G20 de Hollande, comme il faut faire décontracter, parce que ça fait partie du style médiatique, il n'avait pas de cravate. Les autres n'avaient pas de cravate. Et Hollande arrive avec une cravate. C'est pour ça que j'en ai mis une aujourd'hui d'ailleurs. Et Obama lui dit François, retire ta cravate. Et Hollande répond, ça s'est vu, non, c'est pour ma télévision. Donc on est dans la représentation. Bien entendu, Hollande quand même exécute les instructions du président Obama et retire ensuite la cravate. Et donc il y a une connivence. Alors ça, c'est au niveau des chefs d'État, mais c'est évidemment encore plus fort entre les représentants des grandes entreprises et des grandes banques qui ont une langue unique, qui n'est pas l'allemand, comme vous le savez, puisqu'il y a même actuellement 2000 professeurs qui sont payés sans avoir d'élèves, qui sont des profs d'allemand en surnombre, puisque plus personne n'apprend l'allemand. D'ailleurs, il faut bien reconnaître qu'il y a une tendance à apprendre la langue du fort, et donc entre les deux guerres, et surtout après la deuxième, on a appris l'allemand. À un moment, on a appris le russe quand on pensait qu'ils allaient gagner la guerre froide. Et maintenant, on apprend un peu le chinois parce que les Chinois nous imposent leurs règles quand même. Et puis on apprend surtout et exclusivement l'anglo-américain. Alors là-dedans, l'Union européenne, finalement, n'est qu'un instrument. Un instrument de choses qui la dépassent. Et l'Union européenne est d'ailleurs un instrument jacobin, ça vous avez raison, c'est une espèce de jacobinisme à l'échelle d'un continent, avec un ensemble de réglementations qu'on prend. Le Parlement européen, c'est un Parlement qui passe son temps à voter des normes, sous la pression des lobbies. Voilà. Et alors les normes, pourquoi les normes sont extraordinairement détaillées ?
parce que les lobbies ont intérêt à avoir des normes très détaillées, puisque seules les grandes entreprises peuvent faire face aux normes. Plus une norme est compliquée, et moins d'entreprises peuvent fournir les produits qui sont adaptés. De même qu'on a considérablement, vous savez, il y a quelques années, on a considérablement aggravé la législation sur les marchés publics. Officiellement, c'était pour moraliser les marchés publics. En fait, c'était pour réserver les marchés publics à un très petit nombre d'entreprises, parce que c'est extraordinairement compliqué de rédiger un marché public, et par conséquent, seuls les gros peuvent se doter des instruments qui permettent de le faire. Et donc, l'Union européenne, c'est ce jacobinisme, c'est ce moyen d'instruire, d'imposer les normes telles qu'elles sont préparées par un petit nombre de très grandes entreprises. Mais pour le reste, ce qui est frappant, c'est la faiblesse politique de l'Union européenne par rapport au reste du monde. L'Europe a accepté, l'Union européenne, pardon, moi aussi je fais de la novlangue, je me prends au piège, l'Europe a accepté les pratiques déloyales de ses principaux concurrents. C'est le seul ensemble d'États qui pratiquent autant l'ouverture des frontières. Les autres ont des systèmes, la Chine a une politique, les autres ont des protections. Les États-Unis ont des protections, le Japon a gardé des protections, la Corée a gardé des protections. D'un certain point de vue, bien qu'elle soit de l'Union européenne, l'Allemagne a gardé ses protections, parce que si vous regardez les véhicules de la police allemande, ils sont équipés de marque allemande, et il ne vient pas à l'idée des Allemands d'acheter autre chose que des voitures allemandes. Vous regardez, en France, on a des Ford. C'est peut-être des bonnes voitures d'ailleurs, mais je veux dire, c'est une espèce d'ouverture que les autres ne pratiquent pas finalement autant que nous. On a accepté les pratiques qu'il faut bien qualifier de mercantilistes de la Chine. Pratiques mercantilistes, puisque d'un côté, il y a le dumping, il y a le yuan faible, et on nous impose les transferts de technologie. C'est-à-dire qu'on peut leur vendre des TGV s'ils peuvent les copier, et des Airbus s'ils peuvent les copier. Donc, je ne sais pas si ici je peux davantage qu'à Radio Courtoisie employer l'expression one shot, mais enfin c'est exactement ça. On a aussi accepté le dumping social et environnemental de l'ensemble des partenaires économiques qu'on peut avoir dans les pays émergents, que ce soit en Asie ou en Asie du Sud ou en Amérique latine, et on a accepté les pratiques prédatrices de la finance anglo-saxonne. Donc, l'Union européenne a accepté toutes les règles des autres. Et en ce sens, elle n'a pas protégé les nations, mais bien au contraire, elle les a affaiblies et elle les a livrées à la concurrence extérieure, elle les a livrées au monde extérieur, et en ce sens, elle a été extrêmement nocive. C'est un instrument d'abaissement et de soumission, mais qui obéit à des forces extérieures et qui sont ces éléments de la superclasse mondiale. Je crois d'ailleurs que quand on parle de l'Union européenne comme un élément de privation de notre souveraineté, on oublie quelque chose qui est aussi important et dont on ne parle jamais, qui est la Cour européenne des droits de l'homme, qui applique la Convention européenne des droits de l'homme et dont les décisions, qui échappent à toute règle démocratique, ce sont quelques dizaines de juges qui prennent des décisions absolument essentielles et qui concernent la vie des États. Je prends un exemple. En France, mais dans les autres États européens aussi, 90% de la législation sur l'immigration ne sont pas faits
par le Parlement français, ni par les Français par référendum, ils sont faits par la Cour européenne des droits de l'homme, qui applique des principes généraux, qu'ensuite le Conseil constitutionnel applique, qu'ensuite le Conseil d'État et la Cour de cassation appliquent. C'est ce qu'on appelle l'état de droit. Et l'état de droit, là aussi c'est de la novlangue, c'est le gouvernement des juges qui impose l'interprétation politiquement correcte de textes généraux. Alors il y a un précédent à ce qu'on appelle l'état de droit et le gouvernement des juges, c'est la Cour suprême des États-Unis. Et alors on peut vous dire, mais si vous critiquez le gouvernement des juges, c'est que vous êtes contre la démocratie, c'est que vous êtes contre les droits de l'homme, etc. Mais en fait, les juges n'ont pas de légitimité politique pour apprécier des textes généraux. Et d'ailleurs, ils portent des jugements sur les textes généraux de manière totalement arbitraire et liée à l'ère du temps. Savez-vous que dans les années 1840, la Cour suprême des États-Unis a justifié l'esclavage et a cassé la loi d'un État qui abolissait l'esclavage. Et ils ont tenu un raisonnement qui tient parfaitement la route. C'est un raisonnement juridique qui tient parfaitement la route. Ils ont dit abolir l'esclavage, c'est porter atteinte au droit de propriété. Le droit de propriété est inscrit dans la Constitution, et donc on ne peut pas abolir le droit de propriété. Eh bien, les mêmes aujourd'hui vont dire vous n'avez pas le droit de renvoyer tel ou tel clandestin parce que c'est contraire à sa vie en famille. Vous n'avez pas le droit, vous devez reloger un Rom lui aussi clandestin parce qu'il a un droit au logement. C'est l'interprétation politiquement correcte d'un texte tout à fait général que vous pourriez interpréter autrement. Je dois dire personnellement que si j'étais juge européen, ce qui me paraît une hypothèse peu probable, j'interpréterais d'une certaine manière les textes sur la liberté d'expression, ce qui permettrait de bazarder la loi Pleven, la loi Guesso, la loi Taubira, la loi Perben et quelques autres. Et je vous assure que le raisonnement juridique est extrêmement facile à tenir. C'est une interprétation différente d'un principe général. Alors que là, ils nous disent à chaque fois, oui, mais ça, c'est quand même normal, etc. Voilà. Je précise quand même que pendant très longtemps, le président de la Cour européenne des droits de l'homme a été un excellent Français, un juriste du Conseil d'État, monsieur Costa, qui avait commencé sa carrière comme directeur de cabinet de M. Savary à l'époque où celui-ci voulait supprimer l'école libre. Voilà, je ferme la parenthèse, mais je crois que quand on critique l'Union européenne, il faut penser que derrière les institutions de ce machin bruxellois, il y a aussi le Conseil de l'Europe et surtout la Cour européenne des droits de l'homme, donc eux installés à Strasbourg, qui sont aussi des instruments considérables d'abaissement de la souveraineté, et je pense qu'il ne faut pas les perdre de vue. Alors, il va me falloir conclure. Je pense que l'ensemble de ce système tient par les images qu'il impose dans les têtes, par le traitement de l'information qui est fait, qui est un traitement de propagande, qui est de la scénarisation. Hein, l'histoire, on a retrouvé la sacoche du mec qui a fait sauter l'arrivée du marathon à Boston, tout ça, ça occupe, quoi. Donc il y a du divertissement, il y a de la désinformation, il y a du bobard. Alors là, du bobard, il y en a vraiment à foison. Et donc ce qui tient le système, c'est ce qu'on met dans les têtes.
ce qu'on met dans la tête. C'est ce que j'appelle, je fais un peu de publicité, la tyrannie médiatique. Et je crois que ce qui peut nous rendre optimistes, c'est que la tyrannie médiatique n'a jamais été aussi forte, mais en même temps, elle n'a jamais été aussi faible. Elle n'a jamais été aussi forte parce qu'elle est de plus en plus sectaire, mais elle n'a jamais été aussi faible parce qu'elle est contournée totalement par Internet, par les réseaux sociaux, qui permettent, je pense que si vous êtes là ce soir, c'est comme ça que ça s'est fait, c'est pas parce que ça a été annoncé dans le Monde, ou alors j'ai mal vu. Et donc, il y a un moyen de réfléchir, de s'informer, de se réunir, indépendamment des moyens dominants, et à un coût quand même extrêmement modeste. Alors je sais bien qu'on attend toujours la menace, on parle toujours de la censure sur Internet, etc. Peut-être que ça viendra un jour, ça fait quand même moi 20 ans que j'en entends parler. J'attends de le voir. Et je veux dire, quand je dis 20 ans que j'en entends parler, j'en ai même été la victime dès 1992. J'étais élu au conseil régional à l'époque. Et bon, comme j'avais un groupe assez puissant, on me refusait peu de choses sur le plan matériel. Il y a une chose qu'on m'a refusée, c'est un abonnement Internet. Car ils se sont dit tout de suite, ils vont en faire un mauvais usage. Ça, c'était pas faux. Bon, alors je me suis débrouillé autrement. Et depuis, j'entends parler de la censure sur Internet, etc. Je me souviens aussi, les quelques années que j'ai passées au Parlement européen, le chef du groupe socialiste dans la commission des libertés publiques, parce que c'est de la novlangue, on a une commission des libertés publiques, c'est-à-dire une commission de la répression des libertés publiques, était tout à fait obsédé par la censure sur Internet qu'il justifiait pour lutter contre, je mets dans l'ordre, contre les pédophiles, les révisionnistes et les racistes. Alors, c'est sûr que quand vous devez intervenir pour dire « bah oui, moi je suis contre la censure des pédophiles, des révisionnistes et des racistes », c'est un petit peu dur, hein. Faut s'arracher. Alors, l'épilogue de l'histoire est tout de même assez intéressante parce que 20 ans plus tard, 15 ans plus tard ou 10 ans plus tard, la censure n'est toujours pas là, même si c'est toujours une menace. Par contre, ce charmant garçon qui s'appelait Schutz, alors je l'appelais, ça sera mon seul mot de racisme anti-allemand de la soirée, Papa Schutz. Ce garçon a fait une très belle carrière, quoique très con, ou peut-être parce que très con, puisque après avoir été le chien de garde de la Commission des libertés publiques pour le Parti socialiste, il est devenu président du groupe socialiste au Parlement européen, ce qui est un assez joli poste, et il est maintenant président du Parlement européen, donc c'est parfait. Moi, je sais très bien pour quelle raison il est là, et c'est pas pour son intelligence. C'est pour sa soumission à des forces extérieures, que nous balayerons grâce à notre lucidité, à notre courage et aux nouvelles technologies. Il est intéressant de se resituer dans le contexte mondial. Dans le contexte mondial, il y a un affrontement qui va devenir, à mon avis, bientôt militaire entre... Alors, je ne sais pas si c'est entre les États-Unis et la Chine ou entre les États-Unis et la Russie, parce qu'il y a une raison de part et d'autre. Je commence par la Chine. La Chine a déjà commencé à passer des accords commerciaux au niveau de l'Extrême-Orient pour court-circuiter le dollar. Et la Chine accumule de l'or pour envisager demain que le yen devienne la nouvelle monnaie, le yuan, pardon, devienne la nouvelle monnaie d'échange, et coulera à ce moment-là le dollar et l'euro. Et du point de vue militaire, il y a deux raisons symétriques pour lesquelles il y a des forts risques de guerre entre les États-Unis et la Chine. Du côté chinois, les Chinois, pour leur développement, qui doit être au minimum de 7% par an, ont besoin d'augmenter leur consommation de matières premières. Ils pompent déjà 40%
des besoins de matières premières mondiaux, il faut qu'il passe à 50. Et donc, ça ne peut que nuire aux États-Unis et à l'Europe, mais c'est absolument insupportable. Côté américain, étant donné que les États-Unis sont en faillite et que tous les États sont en faillite, j'ai le sentiment personnel que quand un État, enfin l'histoire l'a montré, quand un État est au bord de la faillite, pour ne pas perdre le pouvoir, il fait la guerre. Alors lequel des deux va commencer, on ne sait pas, mais disons qu'effectivement, juste pour conclure là-dessus, l'or va prendre son importance. Je profite, je veux avoir gardé la parole trop longtemps. Je pourrais aussi dire des choses sur la Russie, mais ça prendrait trop de temps. Je pense qu'il faut, par rapport à ce que dit M. Yves Le Gallou, j'ai beaucoup apprécié l'intervention des deux orateurs pour bien démontrer le côté, disons, l'outil de domination que représente l'Union européenne. Mais il faut faire quelque chose. Et donc là, je lance un appel à créer un comité national anti-mondialiste pour réunir toutes les organisations qui veulent lutter et pour effectivement être offensif. On est en train de le faire sur le terrain de la famille. On pourrait le faire d'une manière sans doute beaucoup plus puissante sur le terrain de la lutte contre le mondialisme. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Il faut un détonateur. D'abord sur la Russie, un petit moment d'humour. S'il se passait en Russie, ou plus exactement, si la police russe se comportait comme ce qu'on peut voir dans les rues françaises depuis 15 jours, ça ferait la une des télévisions, la une des journaux sur les violences des forces du FSB face à des manifestants pacifiques, des enfants qui reçoivent des gaz lacrymogènes, des mères de famille interpellées, placées en garde à vue, ça ferait la une de tous les journaux. Ceci pour dire que pour donner une idée de la désinformation que nous subissons. C'est-à-dire que le même fait peut être infiniment grossi ou infiniment rétréci. Deuxième élément sur la Russie, et ça c'est assez intéressant, les Russes ont créé le site YouTube. Le troisième pays consommateur de YouTube, derrière la Russie, ce qui est assez normal, enfin le premier la Russie, le deuxième je ne sais pas, mais je crois que c'est un pays voisin, le troisième c'est la France. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes censuré sur Dailymotion ou YouTube, vous allez sur YouTube. Ce qui est tout à fait étonnant, en tout cas quand on a encore le souvenir de l'Union soviétique, l'idée c'est qu'il y a plus de liberté là-bas qu'ici, c'est un petit peu étrange. Alors, si je vais au-delà, je crois que la Russie, qui a sans doute beaucoup de problèmes, beaucoup d'oligarques, mais il y a tout de même la volonté de reconstruire et de défendre un État national avec certains succès de reconstruction sur le plan politique et même de reconstruction sur le plan démographique, puisque la Russie, qui a énormément souffert dans les années qui ont suivi la chute du communisme, est en train de reprendre un horizon démographique à peu près acceptable, en tout cas de redresser la situation. Donc il y a véritablement, je crois, un pays qui essaye de se défendre comme nation et qui a quand même comme adversaire féroce les États-Unis d'Amérique et le bloc atlantiste. Et l'Europe s'étant un peu alignée alors qu'elle pouvait faire des partenariats tout à fait intéressants avec la Russie. Je pense personnellement que la Russie doit être considérée comme un partenaire intéressant à cultiver, qu'il y aurait des choses intéressantes à faire, notamment en matière d'approvisionnement en gaz ou en matières premières. Et personnellement, je suis partisan d'un enrichissement et d'un élargissement du dialogue européen entre la France et la Russie, et pas du tout anti-russe. Et je serais même partisan que certaines de nos autorités aillent là-bas faire un stage de droits de l'homme, ça ne pourrait pas leur faire de mal.
Oui, il est de bon ton en France de critiquer Vladimir Poutine. Et ma foi, lorsqu'on voit ce qui se passe justement dans les manifestations en France, la même chose se produirait en Russie. Et on verrait les vierges effarouchées au journal de 20 heures. Mais quand même, je tiens à préciser une chose. En fait, nous vivons dans un monde fermé. L'Union soviétique s'est cassée la figure en 90-91. Il n'y a pas eu de Nuremberg du communisme. Ce sont des apparatchiks qui ont muté, qui ont pris une autre carte au parti, qui sont devenus des sociodémocrates, qui sont devenus tout ce que vous voulez, mais ils sont restés toujours. La meilleure définition du communisme a été donnée par un pape, c'est le pape Pie XI, qui disait que le communisme était intrinsèquement pervers. Et les mots ont leur importance. Il n'a pas dit intrinsèquement mauvais. Pervers dit une intelligence qui réfléchit. Je ne peux pas croire qu'un système pervers comme le communisme soit mort et enterré dans son idéologie en 1990-91. En fait, ce système, il a muté. Il a été un laboratoire du mondialisme, comme le national-socialisme a été un laboratoire du communisme, comme le New Deal sous Roosevelt a été un laboratoire du mondialisme. Et ces laboratoires, maintenant, sont à l'échelle planétaire. Je rappelle que quand même si Poutine dit des choses justes et fait des choses justes, il a quand même lancé, je crois que c'est fin 2011, une union eurasiatique, et je précise le mot qui suit, officiel, supranationale. Supranationale, par définition, ça ne sert pas les intérêts russes. Qu'on crée un bloc réunissant des États pour coopérer intensément sur des sujets, d'accord, entièrement d'accord, mais supranational, comme l'Union européenne qui est supranationale, j'aime pas. Et puis, vous savez, il faut toujours voir les personnes qui entourent l'équipe de Poutine. La plupart sont quand même originaires des rives du Jourdain. Bon. Il faut savoir que dans ce milieu-là, il y a des rivalités. Et donc, le mondialisme, vous savez, il y a deux types de mondialisme. Vous avez le mondialisme unipolaire à la sauce anglo-américaine, puis vous avez le mondialisme multipolaire à la sauce, j'allais dire, des BRIC, enfin des Brésil, Russie, etc. En fait, vous avez au sein d'une même famille des rivalités internes. Mais le fond, en fait, c'est même plus que ça. Cette rivalité est utile, c'est le principe des jambes. Pour que le système avance vers une gouvernance mondiale, il faut des opposants, des réactions. Il a fait ça, donc je vais faire ça. Vous voyez, par exemple, l'attentat à Boston, comme là, du côté au Texas, du côté de Waco, que ça soit, dans le cas du Texas, un accident ou une volonté maléfique de certaines personnes, et pareil pour Boston, une chose est sûre, ces attentats sont utiles, car Obama et ses dirigeants, et l'État profond qui est derrière tout ça, va pouvoir prendre des mesures qu'il n'aurait jamais pu prendre si ces événements n'existaient pas. Donc il faut un adversaire. L'adversaire conduit à prendre des mesures qu'on ne pourrait pas prendre si l'adversaire n'existait pas. Merci l'adversaire. Et donc, les Anglo-Américains ont besoin d'un adversaire solide. Et Poutine est un adversaire solide. Mais Poutine a besoin aussi d'adversaires solides pour imposer certaines mesures contre l'influence occidentale. Donc, c'est le principe des jambes. La jambe gauche et la jambe droite alternent, mais elles vont toujours dans la même direction. Donc, méfiance quand même, prudence. Voilà, prudence. Il vient du KGB. Bon, on a quand même... Tout le monde vient du... là-bas, c'est la grande école. Oui, c'est quand même normal. Un des meilleurs. C'est l'ENA local, si vous voulez. Voilà. À choisir, je préfère le KGB. C'est pas gentil pour moi. Bonjour. Déjà, merci pour votre intervention très intéressante. J'avais une question pour Monsieur Hillard. Après la publication de votre livre « Vers le nouvel ordre mondial », vous aviez indiqué effectivement la mise en place d'un État dictatorial aux États-Unis par l'abrogation de toutes les libertés via le Patriot Act notamment. Comment justement, par rapport aux récents événements, le gouvernement Obama va pouvoir aller encore plus profondément dans ce sens? Selon vous, quels sont les signaux d'alerte qu'il faudrait percevoir? Merci. Bon, déjà, comme je l'ai dit, les événements récents aux États-Unis, qu'ils soient entre guillemets accidentels, en tout cas dans le cas du Texas, ou voulus, ils servent la cause. Il y a une chose, je citais tout à l'heure Mars Attacks.
Et j'ai toujours aimé ces gens qui arrivent à balancer des informations dans un film apparemment débile, mais en fait un film très profond. Et vous avez un feuilleton américain, ça va rejoindre vos remarques, votre question, qui est sorti en 2010, et il est passé il y a quelques mois de ça, samedi soir, à raison de 2 ou 3 épisodes, qui s'appelle The Event, E-V-E-N-T. Le président des États-Unis, c'est un métis noir, s'appelle le président Martinez, bel homme, intelligent, et vous avez je résume très vite l'histoire, vous avez en 1944 des extraterrestres qui se sont écrasés en Alaska, certains étaient blessés, d'autres non, ceux qui n'étaient pas blessés ont pu s'enfuir, et ceux qui étaient blessés ont dû rester sur place et ont été faits prisonniers. Ils ont une caractéristique physique, ils ne vieillissent pas. C'est vraiment, ils vieillissent très très lentement. Ce qui fait que les mêmes personnes qu'on a vues en 1944 sont les mêmes en 2010, 2011, 2012. Bon. Ceux qui ont pu s'échapper ont infiltré les hautes sphères du pays. Et ce n'est qu'après analyse sanguine qu'on peut savoir s'ils sont terriens ou extraterrestres. Bon. Et parmi ces extraterrestres, vous avez les gentils, vous avez les méchants, ceux qui veulent coopérer avec les humains, et puis ceux qui veulent asservir l'humanité en faisant venir leur corps légionnaire d'une planète qui est en train de mourir. En fait, 2 milliards d'immigrés qui doivent débarquer sur la Terre. Et du fait de la montée en puissance de ces extraterrestres méchants qui s'opposent au genre humain, mais aussi aux extraterrestres gentils qui sont fidèles aux êtres humains, vous avez en fait, et le coup des extraterrestres, c'est que la façade, vous avez en fait la méthode comment s'en sortir pour ne pas alerter tout de suite le public américain. Vous avez des attentats commis par les extraterrestres méchants, et les attentats sont attribués à des mouvements terroristes pakistanais. Et vous avez, sur les plateaux de télévision américains, dans ce feuilleton, des intellectuels avec des tronches de premier de la classe, comme disait Coluche, qui vont expliquer les raisons du terrorisme pakistanais, alors que ce n'est pas du tout pakistanais, c'est uniquement les extraterrestres. Et en fait, on voit très bien comment on manipule l'information. La réalité est en fait décalée pour être exposée de manière complètement différente. Et à un moment donné, dans un des feuilletons, et c'est là que je dis que ceux qui font ces feuilletons-là ont une connaissance politique, sciences politiques, juridiques profonde, du fait de la montée en puissance de la menace, le président des États-Unis, le président Martinez, homme équilibré, gentil, vraiment, mais face à la menace, prend des mesures de plus en plus importantes, dictatoriales, pour imposer un pouvoir solide. Et à un moment donné, un de ses collaborateurs lui dit « Mais monsieur le président, vous êtes en train de menacer le post comitatus ». Et là, je suis resté ahuri, parce qu'en France, ceux qui connaissent le post comitatus act de 1878, c'est 0,00001%. Dans l'organisation politique de l'État fédéral américain, vous avez 2 documents, 1800 et quelques, qui est l'Insurrection Act, et le deuxième, le Post Comitatus Act, littéralement la loi du pouvoir du comté. Le comté, et qui de 1878, et qui donne des droits aux États fédérés, Californie, Arizona, etc., pour se gérer eux-mêmes en matière juridique, en matière de police. L'armée de Washington, enfin l'armée du pouvoir fédéral, ne peut pas intervenir. En fait, les États fédérés ont une autonomie réelle pour empêcher le pouvoir central de mettre le grappin. Mais, c'est ce que je raconte dans un de mes bouquins, avec la mise en place, officiellement de la crise, et surtout du choc des civilisations qui est voulu et qu'il ne faut surtout pas tomber dans ce piège, eh bien, on met en place des mesures qui vont peu à peu rogner et faire disparaître ces mesures qui protègent les États fédérés, post comitatus, pour donner les pleins pouvoirs au président Obama ou peu importe le type qui sera à la Maison-Blanche, parce que ce ne sont que des employés, hein, ces gens-là, de haut vol, mais des employés. C'est, vous savez, c'est le feuilleton anglais extraordinaire de 1967, Le prisonnier. Le prisonnier, où vous avez le Obama, Merkel ou Cameron du coin, qui s'appelle numéro 2, et qui change régulièrement. Et le vrai patron, c'est numéro 1. Et le héros, numéro 6, joué par Patrick McGowan, veut savoir qui est le vrai patron. Et au 17e épisode, il arrive enfin à découvrir le vrai patron, qui est le patron numéro 1. Et numéro 1, c'est un singe. Le singe de Dieu. C'est le fond. Le fond, en fait, le fond religieux de l'histoire. Patrick McGowan était catholique, il a même failli rentrer au séminaire, et sa connaissance religieuse et politique
lui a permis de pondre un chef-d'œuvre pour montrer qu'en fait, le fond de l'histoire, c'est un fond religieux satanique. C'est ça. Et compte tenu que Vatican II a éradiqué, nettoyé, essoré les esprits qui ne font plus la différence entre, je me rappellerai toujours d'un prof disant, en cours, enfin ça remonte à quelques années, en cours, écoutez, je ne vous demande pas d'aller à la messe au dimanche, mais un minimum de culture religieuse. Quand je lis dans une copie que le Christ est mort fusillé, non. Alors évidemment, le problème, c'est voilà, quand on a les têtes vides, les esprits sont déstructurés, il n'y a pas de culture politique, il n'y a pas de culture religieuse. La dictature qui va se mettre aux États-Unis, qui se met en place aussi en Europe, dans les États européens, vous avez le programme qui a été présenté il y a 101 ans de ça, en 1912, par le colonel House, Philippe Dru, administrateur. Chose très intéressante, Philippe, bon, c'est un prénom anglo-saxon, mais Dru, D-R-U, j'ai jamais su pourquoi. Il y a une raison. En 3 lettres, j'ai essayé de voir, de comprendre, parce qu'il n'a pas mis Smith, Johnson, Dru. Bon. Et l'histoire, c'est un coup d'État aux États-Unis qui impose les pleins pouvoirs au président des États-Unis. Et le chapitre 57, je ne sais plus, vous avez le bloc nord-américain qui est unifié en une seule entité. En fait, tout le programme est annoncé, archi officiel. Le bouquin, je me le suis acheté sur Internet, enfin une réédition. Voilà. Et en fait, il y a la théorie, et ensuite il y a la pratique, parce qu'ils ont beau avoir des moyens énormes, matériels, financiers, les médias, il n'empêche qu'il y a, et c'est mon côté là optimiste, j'aurais préféré le dire à la fin de mon intervention, je crois en l'instinct de survie. C'est-à-dire que on cogne sur l'homme, on l'abat, on l'écrase, mais parfois, et c'est mon espoir dans la situation actuelle, on cogne tellement qu'à un moment donné, il y a l'instinct de survie de l'homme des bois, de l'homme de la savane qui dit ah, « ça suffit ». Alors il y en a certains qui n'auront pas l'instinct de survie, qui dégageront. Bon, ce sont les faibles, ça existe. Mais il y a aussi des gens forts qui vont emmerder le système, qui vont être le grain de sable. Et c'est ça mon espoir, faire chez le système qui est le grain de sable du type qui n'a peut-être pas fait d'études, qui en a fait peut-être beaucoup, qui est fils de grands bourgeois, fils d'ouvriers, peu importe, mais qui dit à un moment donné « oh, là tu fais chier ». Et des millions et des millions et des millions qui disent « oh, là-haut, vous nous faites chier ». Et des millions et des millions et des millions qui disent « tiens, si on allait dire bonjour au président de la République, ah, si on allait dire bonjour aux gens de Bercy », des millions et des millions qui se pressent aux portes de ces bâtiments. Là, c'est mon espoir. L'instinct de survie, le malheur fait sortir le loup du bois. C'est mon espoir, parce que pour le moment, la lame du couteau. Merci. Bonsoir. Alors, je voulais vous demander, c'est une simple question, j'espère que je ne suis pas le seul à me la poser. Est-ce que vous souhaitez réellement, je la pose à vous trois, le détonateur dont vous parliez tout à l'heure, le passage à l'action de la résistance française, ou est-ce que vous attendez patiemment en faisant du mieux que vous pouvez le Messie? Le Messie, il revient, il nous délivre, mais il a une armée avec lui, une armée d'êtres humains. Où est-ce que se trouve cette armée aujourd'hui, si elle existe? Voilà. J'ai employé le mot détonateur, donc je vais vous répondre. Je crois que c'est les événements qui font qu'à un moment donné, des groupes d'hommes ou de femmes entrent en mouvement. Donc quand je dis le détonateur, c'est l'événement. Bon. Par exemple, c'était pas évident que la loi Taubira, elle allait mettre dans la rue les gens qu'elle a mis dans la rue. Voilà. Avec une certaine énergie. Et donc, il y a l'événement qui fait que ça bouge, et il y a quand même derrière les moyens qui font que les gens peuvent agir ensemble. Et en l'occurrence, les moyens qui font que les gens peuvent agir ensemble, aujourd'hui, c'est les sites internet, c'est les réseaux sociaux, tout ce qui se constitue. Bon, quand vous êtes ici ce soir, sur le plan de l'action immédiate, ça ne sert peut-être pas à grand-chose. Par contre, le jour où les circonstances rendront possible des actions, le fait que vous soyez rencontrés ce soir, le fait que vous viviez plus ou moins en communauté numérique plus ou moins élargie,
à ce moment-là, ça pourra faire que il y ait des événements historiques qui se produisent. Mais le détonateur, en l'occurrence l'événement, ça, moi, je ne sais pas ce qu'il sera. D'ailleurs, je crois que personne ne peut le savoir, parce que l'histoire, c'est quand même aussi... ça, c'est une phrase très forte de Dominique Vénère, mais l'histoire, c'est quand même aussi le domaine de l'imprévu. C'est la rencontre entre des circonstances, des hommes et des moyens qui relient les hommes entre eux. Il y a peut-être les hommes, il y a les moyens qui les relient entre eux, et à un moment, il y a l'événement qui fait que les choses entrent en mouvement. Et les mouvements historiques, c'est un peu comme les phénomènes d'avalanche. C'est-à-dire que la paroi, elle est très branche, elle est très propre, et puis il y a une petite boule qui tombe, et tout disparaît. Bien. Juste par rapport à ce qui a été dit avant, il est évident que si on se retrouve là tous ensemble pour une conférence et pour écouter, il est évident qu'il ne s'agit pas de résoudre tout de suite le mal, seulement comment le résoudre si on ne l'a pas diagnostiqué avant. C'est-à-dire que nécessairement, une conférence comme ça n'est pas vaine. Après, le vrai, je n'ai pas dit vous l'aviez dit évidemment, mais disons qu'il y a un moment, il faut regarder les choses en face. Il est évident qu'il faut toujours commencer par une prise de conscience avant de pouvoir faire quoi que ce soit. C'était juste ça en substance. Ce que je voulais simplement dire, c'est que ce qu'on sous-estime, c'est qu'il y a toujours de toute façon des forces en marche. C'est-à-dire que la seule erreur serait de penser qu'il n'y a que de mauvaises forces à l'œuvre, alors qu'il y en a aussi des bonnes. Là-dessus, nous sommes d'accord. Simplement, le vrai combat est intérieur, c'est à nous tous, évidemment, de commencer par être conscient et après diffuser la bonne parole, mais de faire sans prosélytisme, c'est simplement voir les choses en face. Donc, à partir de là, Monsieur Hilard, à partir de juste une question concernant, la question était vraiment plus concrète, c'était sur la question de savoir s'il n'y aurait pas une possibilité pour qu'au final, le but, il a déjà été énoncé par des mondialistes, ce serait une fusion des deux monnaies, euro et dollar, fusion donc de deux monnaies mortes, avec à la clé une généralisation des monnaies plastiques. J'aimerais votre sentiment là-dessus, c'est-à-dire, au final, contrôler les espèces et peut-être fusionner à terme les deux monnaies, dollar et euro. Fusionner, voyez-vous, le seul document sur officiel que j'ai trouvé évoquant ces liens entre les monnaies européennes et américaines, c'est les travaux de la Fondation Bertelsmann, en fait les travaux des think tanks anglo-américains et allemands. Bon. Et il parlait de créer une arène monétaire, c'était le terme exact. Après, quand, à quelle vitesse, les méthodes de fusion, là je ne veux pas jouer Madame Soleil, je ne sais pas, mais en tout cas une chose est sûre, il y a une volonté, c'est logique, à partir du moment où on veut créer un marché transatlantique, pour des raisons d'ordre pratique, il faut unifier les services administratifs, financiers, une monnaie gérée des deux côtés de la même manière des rives de l'Atlantique, donc il y aura sûrement quelque chose, une arène monétaire. Après, la méthode, l'angle d'attaque, j'allais dire, entre guillemets, je m'en fous un peu, parce que je vois tout simplement ce qu'ils veulent faire, le cadre général. Après, la couleur du billet de banque ou... Ouais, c'est l'intention qui est très nette. Ouais. C'est l'intention qui compte, le reste. Bonsoir. En fait, j'ai une question à l'attention de M. Pierre Hilard en particulier, parce que je suis depuis quelques mois, voire quelques années maintenant, les travaux de Pierre Hilard, de Pierre Jovanovic. On voit en fait tout un tas de cercles de pensée dissidents. J'ai simplement observé que souvent, la conclusion de leurs travaux, et on le voit notamment sur, je dirais, l'aboutissement logique, et ça a été évoqué par M. Pierre Hilard, il faut s'équiper d'une arme, c'est en gros, il n'y a plus d'espoir, ils sont trop forts, n'espérez rien de la politique, vous ne pouvez plus rien faire. Moi, c'est ce que je retiens souvent de ce discours qui est absolument pessimiste, qui essaie d'asseoir les individus dans l'idée que tout est fini. J'ai deux points d'objection pour montrer que même si le système récupère, même si il y a des éléments extrêmement intelligents qui sont capables de canaliser le système, il y a hier un élément d'information qui est intéressant, et il fallait voir la tête des présentateurs sur iTélé qui annonçait l'échec de Barack Obama dans sa volonté de voir contrôler les ventes d'armes aux États-Unis. Visiblement, c'était une catastrophe pour l'État profond.
ils l'ont très mal pris. Ils avaient rameuté toutes les victimes des différentes tueries derrière le président Obama pour vraiment culpabiliser ceux qui avaient voté contre son projet. Donc, ce qui prouve que... Donc, question, qui est derrière la National Rifle Association? Est-ce que là aussi, ce sont d'autres membres de la superclasse mondiale? Et un autre élément, c'est là en venant, je tenais à signaler qu'il y avait le cortège de la manifestation pour tous, et visiblement la mobilisation ne faiblit pas. Malgré les violences policières qui sont réelles, je remercie M. Le Gallou de l'avoir évoqué parce que, très franchement, les conditions d'arrestation des manifestants pacifiques sur l'esplanade des Invalides sont absolument dignes effectivement des heures des heures sombres qui étaient telles qu'on nous le racontait il y a quelques mois au moment des manifestations, des soi-disant manifestations d'opposants à Poutine. Et quelle est votre question, monsieur? Donc la question c'est donc comment interpréter le rejet du projet de contrôle des armes aux États-Unis? Et deuxièmement, est-ce qu'en France, est-ce qu'on doit considérer que le Front National ou le parti de Nicolas Dupont-Aignan sont également des agents du système, des sortes de Goldstein de 1984, et sont donc l'équivalent de 5 étoiles ou de l'Aube dorée, et que de ce point de vue-là, il n'y a rien à explorer en termes de parti politique, et je crois que M. Le Gallou, qui est passé par le Front National, peut peut-être nous en dire un mot. Merci. Alors, rapidement, voyez-vous, en fait, je suis optimiste dans ce sens que je n'ai jamais cru que nos adversaires auraient le dernier mot. Et je le croirai jamais. Je sais qu'ils perdront. Simplement, je sais que on va avoir l'addition à payer, c'est ça qui fait mal. Mais le système, on est sur Terre et l'imperfection est de ce monde. Et même avec tous les moyens qu'ils ont, matériels, financiers, médias, ils ont leurs points faibles. Ils ont leur rivalité interne. Il y a des rivalités internes profondes au sein du judaïsme, du côté de Moscou comme du côté de Washington. Il y a des rivalités internes au sein de cet organisme chargé de l'émission des armes, la fabrication des armes. D'ailleurs, ça fait partie de la Constitution américaine. Il y a des rivalités internes. Et c'est ça qui fait que le système peut être, pardonnez-moi l'expression, baisé. Voilà. Simplement, je sais qu'on va payer le prix fort. Voilà, c'est ça. Je m'en passerai volontiers. En ce qui concerne nos hommes politiques, je n'ai absolument aucune illusion sur la classe politique française. Et les partis qui défendent la cause nationale, enfin officiellement, j'avoue que j'ai quand même une forme de prudence. Vous savez, lorsque vous avez au sein d'un parti qui défend la cause nationale comme le FN des francs-maçons, j'ai envie de dire, il faut être logique. Le maçonnisme, par définition, c'est la République. Il doit quand même pas y en avoir beaucoup, franchement. Hein, il y en a quelques-uns officiels. Il y en a quand même quelques. Mais c'est un de trop. Maître Collard. Là, je pense qu'il... Non, c'est un de trop. Wow. C'est un de trop. Et il y en a quand même quelques-uns. Je serais incapable. C'est quand même pas la dominante. Hein. Attendez, je dirais pas qu'il y en a. Je suis pas capable de donner le chiffre. Non, mais les quelques-uns qui existent, c'est un de trop. Et j'ai envie de dire à ces gens-là, mais soyez logiques. Dans les fraternelles, vous défendez la République universelle, et là, on défend officiellement la cause nationale. Il faut choisir son camp. Bon, il y a ça. Et puis, vous savez, les référents idéologiques du FN, c'est quoi ? C'est 89. C'est une étape du mondialisme. Je ne vais quand même pas m'entendre avec des gens dont les références sont 89, qui a été une étape capitale, mais un intermédiaire, comme disait Anacharsis Klotz, pour la République universelle. Donc, même s'ils disent des choses justes, je ne les suis pas parce que c'est quand même étonnant. On ne réunit pas certaines personnes absolument contraires aux valeurs nationales, patriotiques. Allez-y. Oui. Bon. Alors, moi, je ne voudrais pas répondre sur les FN parce que ça mériterait plus de temps. Ce que je crois quand même, je vais quand même dire deux choses sur ce point-là, en particulier et de manière plus générale. Je ne crois pas qu'en politique, on occupe un point. C'est-à-dire qu'on peut définir intellectuellement, théoriquement,
un point idéal, un lieu idéal. Sauf qu'un point idéal, un lieu idéal, c'est un espace égal à 0. En politique, on occupe un espace. Et donc, dans l'espace, il y a une certaine diversité. C'est normal que dans un parti politique, quel qu'il soit, il y ait une certaine diversité. Un parti politique qui voudrait occuper le point géométrique idéal occuperait le point géométrique idéal et n'aurait pas d'électeurs. Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect de réponse. Pour le reste, sur le Front National, je pourrais tenir la soirée dessus. Hein. Mais ça, c'est le premier point. Pour le reste, je crois qu'effectivement, on a en face de nous des gens extrêmement puissants. Puissants parce qu'ils ont les médias dominants, ils ont l'argent, tout ça, ça aide quand même. Bon, d'accord. Mais il y a un principe du sociologue Jules Monroe qui a été un grand esprit, qui a analysé la chose politique, et le principe, c'est un peu cuistre, pardon, d'hétérotélie, qui est le suivant. C'est que quand on engage une action, y compris quand on est puissant, on n'obtient pas exactement le résultat qu'on voulait atteindre, parce qu'il y a des forces qui dévient le résultat. Et c'est précisément ce qui fait que les objectifs qui sont fixés, ils ne sont jamais totalement atteints, et il y a un moment où on peut atteindre exactement l'inverse. C'est là qu'il y a la part de l'imprévu, la part de l'aléa, et qui est pour moi la part d'espoir, parce que je vois quand même des forces qui se lèvent, qui s'organisent, qui se structurent intellectuellement, et qui ont des réseaux qui permettent de les mettre en ligne.